Bonsoir à tous, il est 19h, vous êtes sur France 3 Alpes. Merci d'être avec nous dans l'actualité. Ce soir, cette initiative qui a tout ou presque de la solution idéale contre les bouffons sur la rocade sud de Grenoble. D'ici quelques semaines, des feux de régulation vont être installés sur 5 bretelles d'accès. Des équipements qui pourraient réduire de 20 minutes chaque jour les périodes d'embouteillage. Jadis réservés aux marginaux, aux bikers ou autres aventuriers, les tatouages ont plus que jamais le vent en poupe. Des milliers de personnes se sont pressées ce week-end à l'Alpe Tattoo de Chambéry, première édition. Nous irons à la rencontre d'une famille de passionnés. Et puis comme tous les dimanches, nous parlerons sport. Et cette semaine, c'est vous qui officiez, Maxence Regnault. Qu'avez-vous au programme ? Eh bien, on parlera essentiellement de rugby et du bol d'air que s'est offert le FCG cet après-midi. C'était un match à ne pas perdre face au leader de Top 14, Brive. Eh bien, les Grenoblois, ils ont résisté dans une rencontre tendue marquée par une bagarre générale et vous le verrez, une deuxième mi-temps rocambolesque disputée à 13 contre 13. Mais d'abord, c'est un problème bien connu autour de Grenoble, les embouteillages. Pour tenter d'y remédier, une nouvelle expérience va être mise en place sur la rocade sud. Un système de régulation sera prochainement en service sur 5 bretelles d'accès à la voie rapide, de quoi potentiellement réduire de 20 minutes les périodes de bouffons. Les détails avec Cédric Picot et Dominique Sommet. C'est un nouvel équipement auquel il faudra s'habituer. Dans quelques semaines, ce feu bicolore remplacera le céder le passage aux heures de pointe. Les automobilistes devront alors patienter quelques secondes sur la bretelle avant de s'engager sur la rocade. C'est un feu qui est un feu orange-rouge qui va les autoriser ou pas à rentrer sur la bretelle, mais de manière effectivement très rapide. Le feu ne dure pas très longtemps. C'est vraiment l'idée de faire rentrer des véhicules les uns après les autres et pas en paquet pour éviter justement que la congestion devienne très dure et soit bloquante pour la rocade. Le système est décrit comme un retardateur de bouchons. Il pourrait réduire de 20 minutes les périodes d'embouteillage aux heures de pointe. 5 bretelles vont être équipées sur la rocade sud et une sur l'A480. En tout, l'État a investi 1 400 000 € pour lutter contre la congestion du sud de Grenoble. S'il y a trop de bouchons, l'attractivité de la ville diminue. Parce que les gens se disent, mais s'il faut aller à Grenoble, on va perdre du temps, donc je préfère aller ailleurs. Il y a un préjudice individuel pour chacun qui perd du temps. Et puis il y a aussi un autre préjudice, c'est que la saturation génère de la pollution. Grenoble, carrefour des Alpes, est la ville la plus embouteillée de France. Près de 90 000 véhicules y passent chaque jour. Les feux de régulation, c'est une solution à court terme pour la rocade sud, mais d'autres projets plus vastes sont à venir. La concession qui a été établie entre l'État et AREA prévoit potentiellement des gros travaux sur la métropole grenobloise, notamment au niveau de la 480. Nous sommes en train de fignoler, je dirais, de terminer cet accord sur lequel nous travaillons depuis déjà près de 8 mois avec le département, l'État, AREA et la métropole. En attendant les grands travaux, les feux de régulation entreront en fonction au mois de novembre. Bordeaux ou Nantes ont déjà adopté des systèmes similaires il y a quelques mois avec des résultats positifs. Partout dans la région, la chasse a rouvert ce matin, une ouverture à minima à cause de la sécheresse. En Savoie, mais aussi dans le sud du Bugey, des arrêtés préfectoraux interdisent en effet l'accès aux massifs et chemins forestiers. Ambiance ce matin aux confins de la Haute-Savoie et de l'Ain avec Loïc Blache et Arnaud Jacques. 7h30 du matin, dernière formalité avant l'obtention de la carte de chasse, indispensable en ce jour d'ouverture. Une chasse qui, cette année dans le Bugey, débute dans un périmètre très restreint. Vous avez donc une carte ici où le massif forestier de la chasse est fermé. Donc il nous est resté uniquement ouvert la partie basse, avec l'accord de la mairie, et dans les cultures, où là c'est beaucoup moins sec qu'à la montagne. À Cressin-Rochefort, ce sont près de la moitié des 650 hectares habituels qui sont interdits à la chasse, conséquence d'une prolifération de pyrales du buis et d'un été très sec. Alors pour limiter les risques d'incendie, maire et préfet ont proscrit par arrêté jusqu'à la fin du mois toute activité humaine dans la colline. C'est une première, on n'a jamais connu un état comme ça de la montagne, quoi. Nous on a la chance de pouvoir chasser en bas parce qu'on a des biotopes différents, mais c'est vrai que les communes qui sont à l'intérieur des massifs, eux, la chasse pour eux est arrêtée. Il y a même... Pour vos sociétaires, pour les chasseurs, c'est un coup dur? Ça nous pénalise un peu, ouais, c'est un coup dur, mais bon, on va faire avec, on va s'adapter. Dans la plaine, les coups de fusil se font assez rares. Il faut dire que même dans le périmètre autorisé, le sol est particulièrement sec comparé à l'année dernière. Une sécheresse qui fait fuir les animaux en quête de fraîcheur et ne facilite pas le travail du chien.
C'est sec, donc il n'y a point d'odeur, les chiens les sentent pas, sentent pas les faisans. Vous avez vu l'exemple, on en a vu un là tout à l'heure, on l'a vu, le chien sent pas, c'est trop sec. 2 pigeons abattus quasi en simultané, ainsi qu'un faisan tué quelques minutes plus tôt. Voilà pour la récolte matinale. Ça reste un peu maigre comme moisson pour cette première matinée? Oui, avec 4 chasseurs. C'est l'habitude, vous repartez avec combien? On peut repartir avec 4 chasseurs, 4 faisans, 4-5 faisans. En une matinée? En une matinée, oui. Pour espérer attraper un plus gros gibier comme le sanglier, il ne reste donc plus qu'à attendre un peu de pluie et l'autorisation de retourner chasser dans la colline. Ils étaient autrefois réservés aux bikers, aux gangsters ou aux marins, mais tout cela fait désormais partie de l'histoire ancienne. Les tatouages ont plus que jamais le vent en poupe. 10% des Français en auraient au moins un, et même les familles s'y mettent. Marion Feutry et Nathalie Rapuc en ont suivi une passionnée à l'occasion de l'Alpe Tattoo de Chambéry qui se tenait tout ce week-end. Reportage. Ce dimanche en famille, les Broquins le consacrent à une passion commune et discrète, le tatouage. Une pièce au compteur pour monsieur, 9 pour madame. Celui-ci, en fait, tout simplement, c'est un bélier. Donc c'est mon signe astrologique. Et c'est aussi, ça me représente dans le sens où c'est mon côté un peu fonceur, peut-être baissé parfois, pas trop réfléchir et à foncer. Sinon, j'ai celui-ci, c'est vraiment, celui-ci c'est sur un coup de tête. Je trouvais ça joli au départ. Et puis en fait, à partir du premier, c'est vite devenu une lubie. Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Un petit peu quand même. Pour leur première convention de tatouage, le couple s'est laissé tenter. 30 minutes passées sous l'aiguille pour concrétiser une idée longuement réfléchie. En fin de compte, on s'est dit week-end en famille, malgré que ce soit pas pour les enfants, mais en fait on est venu faire leur prénom sur notre corps, quoi. Donc on s'en rappellera. Si les familles sont au rendez-vous, c'est que ce salon est né d'un pari, toucher un public le plus large possible et en finir avec l'image trash du tatouage. On a du japonais traditionnel, du tatouage américain, le old school, on a du polynésien, on a du dot, donc c'est une méthode de tatouage au point. On a essayé de couvrir un petit peu toutes les spécialités et puis surtout de choisir des artistes qui représentent bien leur mouvement et qui le connaissent, surtout qui savent en parler, qui savent l'expliquer au public. Avec ses 50 tatoueurs, la convention de Chambéry a attiré plus de 5000 personnes ce week-end, une réussite pour sa première édition. Et avec cet été indien qui joue les prolongations, vous êtes encore nombreux dans les jardins, dans le Trièves, en Isère. Une association propose régulièrement des stages pour apprendre à cultiver dans le respect de la nature et de l'environnement. Et vous allez voir qu'en la matière, les bons conseils ne manquent pas. Reportage Denis Sébastien et Jean-Pierre Rivalin. Au pied du Vercors, à 800 mètres d'altitude. Le climat est rude et pourtant ici, on veut montrer qu'une autre façon de cultiver est possible. En quelques heures ou sur plusieurs jours, on vient donc s'initier au jardinage biologique. Il y a un peu plus de 20 ans, une dizaine de passionnés a créé ici le centre Terre Vivante, un lieu où l'on apprend à faire pousser des fleurs, des légumes, au plus près de la nature, sans aucun produit chimique. Les seuls travailleurs, c'est eux. Et par contre, là, vous pouvez mettre que de la matière azotée, de la matière verte. Vous mettez en gros vos épluchures de la maison. Et vous voyez, au bout, il y a un petit robinet. Donc on récupère du jus et vous arrosez vos plantes d'intérieur avec ça et elles vont être magnifiques. Pour entretenir, cultiver, soigner, 2 jardiniers parmi lesquels Pascal Aspe. Au milieu des fleurs et du potager, il compose avec les espèces en chef d'orchestre discret. Le plus important pour un jardin, ça va être d'accueillir la nature dans le jardin et de la respecter. C'est pour ça que nous, dans nos jardins, on met beaucoup de fleurs, on met beaucoup de mares, beaucoup de haies pour créer ce qu'on appelle l'écosystème jardin et vraiment accueillir le maximum de biodiversité. Chaque année, ils sont plusieurs milliers de visiteurs à se rendre dans cette région du Trièves pour profiter de l'expérience de Terre Vivante et s'en inspirer de retour chez eux.
Allez, place maintenant au sport avec vous, Maxence Regnault. Maxence, on commence avec du rugby. Et oui, effectivement, du rugby et un match à ne pas perdre pour le FCG. C'était face au leader de Top 14, Brive. Pour vous donner une idée de l'importance de cette rencontre, au coup d'envoi, Grenoble est dernier avec un seul petit point en 3 matchs, soit déjà 4 de moins que Bordeaux-Bègles l'avant-dernier. Victoire impérative donc pour les Isérois. L'ont-ils fait? La réponse avec Jérôme Ducrot et Franck Serroni. Une entame de match très serrée, les deux équipes ouvrent le score sur une pénalité. Mais c'est le 3/4 briviste, Benjamin Lapère, qui passe l'en but, le premier. Au fil des minutes, les Rouges et Bleus reprennent confiance. Thomas Lolo, bien servi par Fabien Alexandre, inscrit le premier essai grenoblois. Vigneski, réglé comme un métronome, égalise. Le festival continue, MacLeod transperce la défense adverse. Grenoble mène 20-13. Juste avant la sirène, le FCG pousse le pack briviste en dehors de la ligne de touche. Les coups fusent, la bagarre générale va durer plusieurs minutes. Résultat, 2 cartons rouges pour Grenoble et 1 pour Brive. Sur la mêlée, on prend vraiment le dessus. Donc le droitier d'en face, il s'agace. Et puis voilà, et après on a été tous solidaires et ça c'est important. Bon voilà, il y a une petite bagarre, il y a une bagarre, c'est vrai. L'arbitre a pris des trucs. On ne peut pas dire que c'était un match vraiment heurté à part cette phase-là. Dans la deuxième période, réduit à 13 contre 14, le FCG va logiquement céder du terrain. Les brivistes reviennent au score à 3 petits points de leur adversaire. À la 60e minute de jeu, la rencontre bascule en faveur du FCG. Brive prend un carton jaune pour un plaquage haut. Bernard Jacquemin, l'entraîneur grenoblois, fait tourner son effectif. Les Rouges et Bleus en profitent pour retrouver le chemin de l'embut. C'est l'euphorie au Stade des Alpes. On prend ces 2 cartons. Je pense que heureusement que c'était juste avant la pause, parce qu'on a pu se parler, on a éliminé vite le truc, on est passé au-dessus, on s'est resserré et on s'est dit qu'il fallait quand même aller gagner ce match-là, qu'on ne pouvait pas se trouver plus d'excuses. On attaque la deuxième mi-temps, on peut dire voilà, on peut lâcher le match et laisser les Brivistes gagner. Mais voilà, toute la détermination et voilà, on a montré qu'on était une bonne bande de copains et qu'on pouvait soulever les montagnes et on l'a fait ce soir. 36-23, score final après 3 défaites d'affilée. Grenoble démarre enfin sa saison. Le FCG se déplace à Castres la semaine prochaine. Et au classement, on va le voir, Grenoble reste dernier avec 5 points et donc recolle au wagon. Ça lui offre une bonne bouffée d'oxygène. Rugby toujours, Maxence, mais cette fois un étage en dessous avec le CSBJ. Et ouais, le CSBJ pour lequel on s'est fait pas mal de soucis à l'intersaison. Pro D2, Fédéral 1, on ne savait pas trop de quoi sera fait l'avenir des Bergaliens. Eh bien, c'est fait, ils sont en Pro D2, c'est de l'avenir maintenant qu'il s'agit et c'est un ouf de soulagement, forcément. Mais c'est une équipe qui a quand même encore besoin de prendre de la confiance et c'est ce que vont nous montrer Frédéric Lefrançois et Jérôme Ducrot. Le CSBJ est toujours là, toujours vivant malgré les hauts et les bas qui ont miné l'intersaison. Des problèmes extrasportifs comme on dit, des problèmes financiers pour être plus précis, qui ont failli coûter cher au club, plus que centenaire. Quand tu passes aussi près après quasiment d'un dépôt de bilan, je crois que ça fait réfléchir et ça permet peut-être aussi après de se remettre plus facilement en question sur les entraînements, sur les matchs, de donner un peu plus. Et voilà, donc c'est plutôt positif maintenant. Position bassin, attends, tu es trop levé, c'est trop haut. Fabien, c'est trop haut, remonte le cul, Fabien. Les péripéties d'hier ont donc forgé encore un peu plus l'esprit de groupe du 15 isérois. Personne ne rechigne à s'entraîner. Tout le monde joue le jeu. Chez les avants, par exemple, on pousse, on force sans discontinuer, en écoutant bien les conseils de Serge Lahirle, à qui rien n'échappe et qui sait se faire entendre. Descends bassin, ferme les omoplates, lève les coudes, serre les omoplates. Là, on leur parle justement de ce qu'ils sont en train de faire, de leur posture et des principes de base pour être efficace dans une poussée, pour qu'ils retrouvent ces sensations. Une mêlée, ça dure 4 secondes. Donc il faut être prêt bien avant. C'est tout ce qui se passe avant qui est important dans une mêlée, c'est pas pendant. Descends ton bassin. Et pendant que les avants se mettent sous pression ou jouent à l'élastique, les arrières rabâchent inlassablement les combinaisons. Où que ce soit sur le terrain, ligne par ligne, on répète pour se rapprocher de la perfection. Chaque jour, on s'entraîne pour progresser, pour améliorer notre niveau de jeu. On a un avantage, c'est que le groupe a très peu changé depuis l'an passé. Le staff est resté identique, donc on va dire que les structures de notre jeu sont les mêmes.
Donc on a un peu d'avance, donc on en profite, on continue à régler les petits détails et continue à progresser, surtout dans notre jeu offensif. À Bourgoin, pour trouver des nuages, il faut regarder vers le ciel. Car sur le terrain, l'optimisme est de mise. Le groupe se veut conquérant. Et si les résultats suivent, alors il se pourrait même qu'ils deviennent ambitieux. Un mot de football maintenant avec la 5e journée de CFA. Maxence, comment se porte le groupe C, celui de Grenoble et d'Annecy? Eh bien, pour cette 5e journée, Grenoble était texan. Annecy, de son côté, recevait Chasselet. Match nul entre les deux formations. Un but partout. Au classement, pas de groupe. Grenoble reste 3e avec 10 points. Pour Annecy, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut descendre. Ils sont 11e avec 5 points. Il y a quand même une bonne nouvelle ce week-end pour Annecy avec la signature de Nassim Akrour. Ouais, une recrue d'expérience en la personne de Nassim Akrour. Un joueur qui est passé par Istres, par Troyes, par Le Havre, mais surtout par le GF 38. 9 saisons passées en Isère, dont 2 en Ligue 1. Nassim Akrour, c'est quand même 88 matchs dans l'élite pour 13 buts. Joli parcours. Maxence, vous nous emmenez maintenant à Chamonix pour un triathlon très costaud. Et oui, un Ironman, l'Evergreen Endurance, 228 km à parcourir. D'abord dans l'eau avec 4 km de natation, enchaîné avec 183 km de vélo, on le voit sur ces images. Et comme ça ne leur suffit pas, eh ben, ils ont fini avec un petit marathon. Il faut avoir la forme. Ouais, effectivement, il faut avoir la forme. Et puis tant qu'on est dans les marathons, on va poursuivre avec une petite balade dans le Vercors. Une petite balade, je ne connais pas votre niveau en course à pied. Pour moi, c'est sûr Facile, que ça ne serait très pas facile. une balade. Ce week-end, ouais, c'était effectivement l'Ultra Trail du Vercors. 84 km pour 4500 mètres de dénivelé. Et le tout avalé en 9h36 minutes et 19 secondes précisément par Frédéric Desplaches. C'est le vainqueur de cette édition 2016. Chez les femmes, c'est Caroline Aubert qui s'est imposée en un petit peu moins de 12h30. Bravo à eux, mais également aux 1200 participants qui étaient au départ samedi matin. Dont certains collaborateurs de France 3 Alpes. Après l'ouverture de la chasse, reprenons le fusil cette fois, mais avec du tir sportif. Ah oui, on reprend le fusil, mais on va tirer sur des cibles en papier. Effectivement, c'était les finales du championnat de France des clubs de tir au pistolet et à la carabine. C'était à Chambéry, les 40 meilleurs clubs français, 200 tireurs. Et si ce sont les meilleurs, il y avait forcément des gens attendus, dont Alexis Reynaud. Est-ce que vous le connaissez? Oui, je lui ai tout appris. Vous lui avez tout appris. Oui. Vous avez tout appris, un médaillé olympique. C'est beau, on va partir le rencontrer avec Dom Bourget à la caméra et Véronique Payot au montage. Les tirs sont précis, rapides. Pourtant, la compétition en serait presque anecdotique, car depuis 2 jours, l'attention des tireurs de Chambéry se situe ailleurs. Elle est notamment tournée vers cet homme, Alexis Reynaud. Il y a 2 semaines, Alexis était à Rio et c'est avec une médaille autour du cou qu'il est rentré du Brésil. Voilà. Merci Gabriel. Merci à vous. Ouais, merci à vous. Un petit sourire, une petite photo, un petit autographe et puis voilà quoi. Mais c'est un peu le jeu aussi quoi. On le sait aussi, c'est un peu le jeu. C'est le retour un peu de la médaille. Mais des médailles olympiques, il y en avait d'autres. L'un d'eux n'est autre que Jean-Pierre Amat, champion olympique il y a 20 ans à Atlanta. Le tireur originaire de Chambéry en a profité pour revivre son moment de gloire. On oublie plein de choses, mais ça, voilà, c'est tellement fort que ça reste imprégné, imprimé. Voilà. Et le fait de partager, il me raconte sa finale, là, moi ça me réactive un petit peu la mienne encore. C'est bien, c'est du bonheur. Ces championnats de France des clubs ont aussi permis aux amateurs de toucher du doigt le rêve olympique. Les plus jeunes émerveillés devant leurs idoles, mais également quelques anciens, fiers de leur champion. J'ai été vraiment très émue hier de voir un couple de personnes âgées. L'émotion avec laquelle ils sont allés voir Alexis pour lui dire « Vous nous avez fait battre le cœur, mais au moins à plus de 100 ». Et qu'Alexis a répondu « Mais le mien aussi, il battait fort ». Et là, je me suis rendu compte que pendant les Jeux, eh bien, tous les tireurs du monde entier avaient le cœur qui battait en même temps. Pas de mauvais perdants à Chambéry, ces championnats de France de tir n'ont fait que des heureux. Allez, pour finir, le retour de l'incontournable Revue du Web. Et oui, notre chère Revue du Web qui reprend ses droits. Et pour commencer, notre journaliste sportif Fred Lefrançois s'est dit que faire du saut à ski à l'endroit, c'était trop facile. Du coup, il s'est lancé à l'envers. Regardez.
Et on débute avec un garçon qui nous l'a fait à l'envers, sur un tremplin de saut à ski. Lui, c'est Fabien Bosch, un skieur accro helvétique qui officie d'habitude dans les modules du slopestyle. Sur son Facebook, il a déclaré 80 km/h, 45 mètres de distance. C'était juste effrayant, on le croit sur parole. Ça, c'est l'histoire d'une bande de potes canadiens qui surfent tout ce qui bouge. Ça va du plus classique, belle vague et décor de rêve, au franchement bizarre quand nos surfeurs à la feuille d'érable décident dans un environnement bien moche d'en découdre avec un fossé de drainage. Il n'y a pas large à surfer et à glisser, c'est plutôt risqué, mais comme tout ce petit monde est doué, ça finit toujours par passer. Alors lui, il a vraiment la classe. Une entrée comme ça avec une prise de vague parfaite sur son skimboard, c'est quand même très fort. En même temps, l'américain Austin Keane n'est pas le premier venu, c'est un master de la discipline qui a découvert le skimboard sur le tard. Apparemment, il a vite rattrapé son retard. Depuis son affrontement avec Batman, on était sans nouvelles de Superman. Eh ben on l'a retrouvé sans sa cape, mais avec son vélo. Un vélo à pignon fixe, un fixie sur lequel notre super-héros fait son show. Le plus super dans l'histoire, c'est la technique pour reprendre les pédales en mouvement. Il est vraiment trop fort, Superman. Voilà, fin de la connexion. Bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Merci beaucoup Maxence pour toutes ces images. Restez avec nous, on va tout de suite partir en Ardèche pour notre sujet Grande Région, à la découverte d'un vin qui vieillit dans une grotte. Regardez. Je vous propose de déguster Vinolithique, le premier vin élevé dans la grotte de Saint-Marcel. Cru solitaire, rouge du pays, il est le fruit d'une expérience originale. Ramener le vin aux sources de ses origines, sous le sol qui l'a nourri. Les vins qui vieillissent dans la grotte, en raison de l'humidité, vieillissent beaucoup plus sur le fruit que d'autres vins, puisqu'on a très peu d'échanges d'oxygène avec l'extérieur. Le bois reste bien hermétique, donc on a moins d'oxydation du vin. Il est très sympa. Et ça, c'est vrai qu'avec mon épouse, on vient d'en parler. C'est un vin qui passera dans chaque repas très facilement. Un caveau naturel, idéal pour y faire vieillir du vin, mais aussi pour l'y déguster, modérément et lentement, en dehors du temps. On est dans des conditions optimales de calme. Au niveau olfactif, on n'est pas perturbé par des gaz d'échappement, par des odeurs de cuisine. On n'a pas de bruit non plus. Donc on est vraiment tout à la dégustation. Entraînée par le projet, la grotte de Saint-Marcel a donc décidé de jouer la carte de l'œnotourisme, car la découverte d'un patrimoine en entraîne une autre. Cette cascade, c'est le joyau de notre grotte. Vous allez voir ce que la nature peut faire d'extraordinaire. Se diversifier pour attirer le visiteur. Les gens qui viennent ici ne vont pas forcément au village de Saint-Marcel. Donc l'idée, c'était de transformer la grotte, tout au moins la partie aérienne de la grotte, en vitrine de ce que savent faire les Saint-Marcellois. 36 hectolitres ont été élevés ici, 1500 bouteilles y ont vieilli. Les premières sont déjà en vente dans la petite boutique au-dessus de la grotte, tandis que la nouvelle cuvée s'y endort déjà. Ainsi va l'actualité dans les Alpes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'information continue sur internet, alpes.france3.fr. Demain à midi, vous avez rendez-vous avec Daniel Despin. D'ici là, passez tous une très belle soirée sur la 3.